Bienvenue. Alors, une image assez forte ressort des entretiens avec Maurice Kamto qu'on a pu consulter, celle d'un président qui se verrait un peu en chef chantier. Oui, déterminé à changer, je cite, le visage physique du pays dès son arrivée. C'est frappant. Exactement. Et c'est un peu le point de départ de notre discussion aujourd'hui. On va essayer de décortiquer ses idées, sa stratégie politique, ses réponses aux critiques aussi. Sur la violence, le tribalisme. C'est ça. Et puis ses plans pour l'économie, la culture, tout ça basé sur les extraits qu'on a sous les yeux. Absolument. L'objectif, c'est de dégager les grands axes de son projet pour le Cameroun, tels qu'il les exprime lui-même dans ses documents. On va analyser ses arguments, ses propositions clés. En s'entendant strictement aux sources. Voilà. Pour comprendre sa vision face aux controverses et ses plans d'avenir. Bon, alors, concrètement, s'il était élu, quelles seraient ses toutes premières actions ? Les sources mentionnent une priorité absolue pour la crise anglophone. Oui, avec des mesures qu'il qualifie lui-même de courageuses. On parle de libération, de dialogue sans exclusive. Et juste après, un signal plus visible. Nettoyage des villes, modernisation des marchés. Il évoque aussi des urgences. Oui, les digues dans l'extrême nord, par exemple. Et puis, engager un processus pour régler le problème des enseignants. C'est pas rien. C'est intéressant cette approche, cette combinaison du symbolique et du pratique en fait. Tout à fait, viser à la fois la crise majeure et l'amélioration concrète du quotidien. Ça semble penser pour créer un choc psychologique, une rupture nette dès le début. Et l'image du chef chantier pour la lutte anticorruption, ça renforce cette idée, non ? Complètement. Une supervision directe, une volonté de casser la complaisance par l'exemple. Il insiste sur l'application stricte de la loi et puis la saisie des biens mal acquis. Frapper au porte-monnaie, c'est son expression. Et ça s'inscrit dans une vision plus large de la gouvernance, j'imagine. Il parle de limiter les mandats présidentiels. Oui, il réaffirme cette proposition, un seul mandat renouvelable une fois. C'est clair. Et sur l'âge des dirigeants, il y a une nuance. Oui, il fait une distinction. L'âge de la retraite, ça devrait s'appliquer dans l'administration, selon lui, mais pas forcément en politique, même s'il dit qu'il faut savoir passer la main. C'est une façon de nuancer le débat sur la gérontocratie. C'est une réponse à une attente démocratique forte, cette limitation des mandats. Oui, et la nuance sur l'âge, ça tente de dépasser un peu cette opposition simple entre expérience et renouvellement. C'est un débat sensible, vous savez. Bien sûr. Mais bon, ces questions de gouvernance, elles sont aussi liées aux polémiques. Comment il répond, d'après les sources, aux critiques sur la violence de certains de ses partisans ? Alors, il affirme condamner les excès, mais il présente souvent les actions de ses militants comme une réaction à des attaques. Il utilise cette analogie, vous ne pouvez pas écraser donc l'orteil de quelqu'un et il vous gifle, et on ne voit que la gifle. C'est ça. Il mentionne aussi ses 10 commandements pour cadrer ses troupes, l'existence de faux profils qui nuiraient, et même une plainte pour appel au coup d'État qui serait restée sans suite. Donc, son appel final, c'est à l'apaisement général. Il refuse que le MRC soit le seul pointé du doigt. Sa défense, c'est vraiment ça. On réagit face à l'hostilité. Il essaie de déplacer le débat d'une responsabilité unique de son camp vers une responsabilité plus collective dans la dégradation du climat politique. C'est une stratégie de recadrage en somme. Et face à cette accusation tenace, que le MRC serait un parti bemiléké ? Là, c'est un rejet catégorique qu'on lit. Il parle de construction alambiquée, de petitesse politique. Sa défense ? Il met au défi de prouver qu'un autre parti est plus national que le sien. Il s'appuie sur la composition, dites-lui, pluriethnique de ses instances dirigeantes, comme son présidium. Il oppose les faits à ce qu'il voit comme une rhétorique de division. C'est ça, démontré par la preuve de la diversité interne. Il aborde aussi rapidement la question de l'équilibre régional, conçu au départ comme temporaire, dit-il, pour corriger des déséquilibres éducatifs. Et qui serait devenu permanent par erreur. Voilà. Et dont il faudrait sortir progressivement, selon lui. D'accord. Au-delà des réponses aux critiques, il y a une vision pour l'avenir, notamment pour l'économie et la jeunesse. Pour les jeunes, réforme éducative, intégrer la technologie dès le primaire, et plus vite, multiplier les centres de métiers, du concret, du court terme. et pour l'économie en général. Là, l'accent est mis sur le foncier. Régler cette question via des états généraux pour relancer l'agriculture et créer des plateformes industrielles. L'objectif derrière tout ça, Réduire la dépendance. Il cite des chiffres sur les importations alimentaires, l'industrie. C'est clair, il veut moins dépendre de l'extérieur. et tout ça, économie, éducation,
Ça s'articule autour d'une idée force qui revient souvent. Oui, cette idée de reconquérir la souveraineté nationale, la maîtrise de notre destin, c'est central dans ses propos. Il n'hésite pas à comparer avec le passé industriel du Cameroun, en rappelant que c'était un pays à revenus intermédiaires en 1980. Pour souligner une forme de régression à inverser. Exactement. La culture n'est pas oubliée, elle est même présentée comme essentielle. Mais comment la financer? Alors, il propose de réduire le train de vie de l'État. Il donne l'exemple de 60 milliards de frais de bouche. Ah oui, quand même. Oui. Et puis instaurer des taxes spécifiques, encourager le mécénat défiscalisé. Il mentionne des projets phares aussi. Lesquels? Une bibliothèque des mondes noirs, une académie de musique, un soutien au cinéma local genre Cameroun. Donc mettre l'accent sur la culture, considérer les artistes comme des références, des porte-voix. Ça s'inscrit parfaitement dans cette ambition de refondation identitaire et d'une souveraineté qui ne serait pas juste économique. C'est un projet global en fait, une réappropriation. Bon, si on essaye de synthétiser ce que nous disent ces sources, Maurice Kamto propose des actions prioritaires très concrètes pour marquer une rupture rapide. Oui, et il répond aux controverses en défendant la posture de son camp, tout en appelant à une responsabilité collective pour l'apaisement. Et enfin, il déploie une vision de refondation économique, culturelle, très axée sur la jeunesse, l'industrialisation et, ce mot qui revient souvent, la souveraineté. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une réflexion finale, qui vient d'ailleurs des sources elles-mêmes. Kamto y exprime des doutes sur la fiabilité du système électoral, il dénonce l'enracinement de logiques tribales. Alors, la question qu'on peut se poser, au-delà des programmes politiques, c'est quelle transformation profonde serait nécessaire au sein même de la société camerounaise pour que les réformes proposées par lui ou par d'autres aient une vraie chance de s'implanter durablement et de porter leurs fruits.